En mars 2001, 3 jeunes explorateurs amateurs garèrent une vieille camionnette blanche près des rives de l'Ardèche, dans le sud de la France. L'hiver avait été rigoureux, mais le printemps commençait timidement à pointer le bout de son nez parmi les falaises calcaires qui sillonnent la région. Ce matin-là, le ciel était dégagé et une douce brise soufflait entre les formations rocheuses qui faisaient de la vallée un véritable paradis pour les spéléologues. Ce n'étaient pas des professionnels. Ils n'appartenaient à aucune fédération officielle. Curieux et passionnés par les cartes anciennes et les récits locaux évoquant des passages souterrains oubliés, ils avaient passé des mois à étudier les archives historiques de la région, notamment les témoignages du XIXe siècle concernant des grottes obstruées par des glissements de terrain. Le plus expérimenté des trois, Mathieu Lemaire, 27 ans, travaillait comme technicien informatique à Lyon. Il consacrait ses week-ends à explorer des sentiers peu fréquentés. Organisé et méticuleux, c'était lui qui transportait les cartes plastifiées et coordonnait les notes. Claire Duval, 24 ans, étudiante en géographie, était celle qui assurait la cohésion du groupe. Observatrice et pragmatique, elle consignait tout avec un petit appareil photo numérique, une nouveauté à l'époque. Elle rêvait de publier un livre sur les explorations amateurs en France. Le troisième était Julien Moreau, 26 ans, moniteur d'escalade. Impulsif et déterminé, il avait une confiance excessive en ses capacités physiques. C'est lui qui affirmait que certains itinéraires impossibles étaient simplement mal interprétés. Leur plan semblait simple, localiser une éventuelle entrée secondaire d'une grotte partiellement cartographiée des décennies auparavant, près d'un petit affluent de l'Ardèche. D'après d'anciens documents, le passage avait été obstrué après une crue au début du XXe siècle. Ils ont quitté la camionnette à 8h17. Ils furent aperçus pour la dernière fois par un pêcheur du coin, Étienne Roussel, qui se souviendrait de la scène pendant des années. Tous les trois marchant avec de gros sacs à dos, des casques attachés sur les côtés, trop excités pour remarquer que le ciel s'assombrissait à l'horizon. À 14h32, le temps a brusquement changé. Une tempête soudaine s'est abattue sur la vallée. Les pluies torrentielles concentrées sur les hauteurs ont fait monter le niveau de la rivière en quelques heures. Les sentiers sont devenus glissants. De petits glissements de terrain ont bloqué les passages naturels. À la tombée de la nuit, ils n'étaient pas rentrés à la camionnette. Le lendemain, les équipes de secours ont commencé les recherches. Des hélicoptères ont survolé la vallée. Des chiens de recherche ont ratissé les sentiers connus. La camionnette était intacte, avec des téléphones portables et des vêtements de rechange à l'intérieur. Aucun signe de lutte, aucun appel à l'aide. Les recherches se sont poursuivies pendant des semaines. Ils ont trouvé des empreintes partiellement effacées par la pluie, une corde attachée à un arbre, une marque récente sur un rocher indiquant une possible descente. Mais aucune entrée de grotte ouverte, pas de sac à dos. Pas de corps. La thèse officielle privilégie la piste d'un accident provoqué par la tempête. Ils auraient pu être emportés par un courant soudain ou ensevelis sous un glissement de terrain. Faute de preuves concluantes, l'affaire a été classée des mois plus tard comme une disparition accidentelle. La situation est revenue à la normale dans la région. Mais pas complètement. Les habitants du coin commencèrent à éviter ce coin de la vallée. Le pêcheur Étienne raconta qu'après la tempête, le cours de la rivière semblait avoir légèrement changé, comme si quelque chose avait cédé sous terre. De petits tourbillons étaient apparus là où l'eau coulait auparavant paisiblement. Au cours des années suivantes, plusieurs théories ont émergé. Certains affirmaient que les trois hommes avaient découvert quelque chose qui ne figurait sur aucune carte. D'autres suggéraient qu'ils s'étaient peut-être perdus dans un réseau souterrain inconnu, plus profond que ce que tous les documents recensés indiquaient. Ce qui a le plus intrigué les enquêteurs, c'est un détail. Le GPS portable de Mathieu a été retrouvé à l'intérieur de la camionnette. Ils n'avaient jamais entrepris une exploration sans lui. Cela signifiait qu'ils avaient décidé d'explorer quelque chose qui semblait tout près, quelque chose qu'ils pensaient connaître, ou quelque chose qui est survenu de manière inattendue. 9 ans se sont écoulés. L'affaire tomba dans l'oubli, reléguée aux oubliettes d'un dossier au service régional.
Les familles reprirent le cours de leur vie, rongées par les questions sans réponse. La végétation reprit ses droits, dissimulant les anciens sentiers. La rivière continua de couler entre les falaises blanches, jusqu'à l'hiver 2010. Cette année-là, des pluies torrentielles s'abattirent sur le sud de la France pendant des semaines. L'Ardèche atteignit des niveaux jamais vus depuis des décennies. Des zones entières s'effondrèrent sous la force des eaux. C'est alors qu'un habitant du quartier, lors d'une inspection après les inondations, a remarqué quelque chose de différent. Une partie du flanc de la colline s'était effondrée, et derrière les rochers nouvellement exposés, une ouverture sombre apparut là où auparavant il n'y avait que de la pierre massive. Ce n'était indiqué sur aucune carte. Elle n'a été répertoriée dans aucun relevé géologique récent. C'était comme si la Terre avait gardé un secret pendant près d'une décennie, et il a décidé de le révéler. L'homme qui découvrit l'ouverture dans la colline s'appelait Laurent Besson. Âgé de 52 ans, il était né et avait grandi à Vallon-Pont-d'Arc, petite ville réputée pour les impressionnantes gorges de l'Ardèche et le tourisme saisonnier qui dynamisait l'économie locale. Laurent n'était ni explorateur ni aventurier. Agriculteur, il travaillait l'hiver comme guide occasionnel pour les pêcheurs venus d'ailleurs. Le matin où il remarqua la fissure, il longeait la rive pour évaluer les dégâts des inondations. Des arbres déracinés jonchaient le sol, tels des allumettes cassées. La terre, gorgée d'eau, révélait d'épaisses couches de calcaire auparavant dissimulées. Il connaissait chaque recoin de ce terrain. Il y avait grandi. Il savait où se trouvaient les anciens sentiers, où le sol était instable et où les rochers étaient fermes. L'ouverture n'existait pas auparavant. Elle mesurait environ 2 mètres de haut, était irrégulière, comme si elle avait été arrachée de force. Des pierres éparses entouraient encore l'entrée. L'eau s'y infiltrait lentement, formant un filet continu qui disparaissait dans l'obscurité. Laurent ressentit un malaise immédiat. Il n'était pas superstitieux, mais il se souvenait de l'affaire des 3 jeunes disparus. Tout le monde dans le quartier s'en souvenait. Même 9 ans plus tard, le sujet revenait encore dans des conversations discrètes au café de la place. Il rentra chez lui, prit une puissante lampe torche et revint. Il n'entra pas. Il se contenta d'éclairer l'intérieur. Le faisceau lumineux révéla une descente abrupte et humide, portant les traces d'un récent glissement de terrain. L'air qui s'en dégageait était froid, dense et imprégné d'une odeur de terre ancienne. Ce soir-là, il en parla avec sa femme, Mireille. Elle resta silencieuse quelques secondes avant de lui demander s'il avait prévenu les autorités. Laurent répondit qu'il ne voulait pas paraître alarmiste. C'était peut-être simplement une autre petite cavité révélée par la pluie. Mais le lendemain, il décida d'en informer la mairie. Le maire actuel, Alain Roche, n'était pas celui qui était en poste au moment de la disparition. Plus jeune et soucieux de l'image touristique de la région, il a accueilli la nouvelle avec prudence. Une nouvelle grotte pouvait être synonyme d'opportunités économiques ou de problèmes. La France possède une longue tradition spéléologique, notamment dans les régions calcaires du Sud. Le pays abrite certaines des grottes les plus importantes au monde, comme Chauvet, célèbre pour ses peintures rupestres. Toute nouvelle découverte souterraine fait l'objet d'une inspection minutieuse, tant pour des raisons de sécurité que pour son intérêt archéologique potentiel. Une équipe régionale a été mobilisée, 2 spéléologues expérimentés et un géologue de l'Ardèche. Parmi eux, Camille Fournier, 38 ans, connu pour ses travaux de cartographie souterraine complexe. Méthodique et réservé, Camille exerçait son métier avec une rigueur scientifique. À leur arrivée sur les lieux, 3 jours après l'avertissement de Laurent, l'ouverture était déjà partiellement sécurisée par un ruban de signalisation. L'eau s'était retirée, mais le sol restait instable. Camille s'agenouilla à l'entrée et examina les bords de la roche. Les marques indiquaient un effondrement récent, mais la formation intérieure semblait très ancienne. Ce n'était pas une cavité créée par l'inondation. C'était une grotte préexistante dont l'entrée était scellée depuis des années, voire des décennies. L'équipe est entrée équipée de cordes, de casques et de capteurs d'oxygène rudimentaires. La descente initiale menait à un étroit couloir qui s'élargissait après 15 mètres.
Les parois étaient irrégulières, portant les marques typiques d'une ancienne érosion fluviale. Par endroits, des dépôts de sédiments compactés témoignaient d'un ancien remplissage en eau. Camille remarqua quelque chose d'inhabituel. Des fragments de cordes partiellement incrustés dans une couche durcie de boue séchée. Ils n'étaient pas récents. Elle a demandé à ce que personne n'y touche. Plus loin, ils trouvèrent un endroit où le tunnel se divisait. À gauche, le sol était partiellement effondré. À droite, le couloir se poursuivait en pente douce. C'est là que le géologue fit une remarque à voix basse, presque inaudible. Il y avait des signes d'intervention humaine, de petites entailles linéaires dans la roche, comme si quelqu'un avait essayé d'enlever des pierres manuellement. La nouvelle se répandit discrètement dans le village avant même toute annonce officielle. Dans les petits villages de la campagne française, l'information circule à une vitesse fulgurante. Au marché, au bar, à la boulangerie, tout le monde disait que c'était peut-être la grotte que les jeunes cherchaient en 2001. Les familles des personnes disparues vivaient toujours dans des villes différentes, mais gardaient des contacts occasionnels avec les habitants de la région. Lorsqu'elles ont appris la découverte, elles ont demandé à avoir accès aux informations. L'affaire, officiellement classée, commençait à refaire surface. Camille, cependant, restait prudente. La découverte de fragments de cordes n'impliquait pas forcément un lien direct avec la disparition. La région avait toujours attiré les explorateurs. Le 3e jour de l'inspection, l'équipe a progressé au-delà de la bifurcation vers la droite. Après une quarantaine de mètres, le couloir débouchait sur une salle plus vaste, au plafond haut et aux murs veinés de minéraux clairs. Un silence absolu y régnait, un silence tel qu'on n'entend même plus sa propre respiration. C'est là qu'ils ont trouvé le premier objet clairement identifiable, une boucle métallique partiellement rouillée, fixée à un morceau de tissu synthétique. Camille n'avait pas besoin de dire tout haut ce que tout le monde pensait. Le matériau semblait dater du début des années 2000. Cette découverte a nécessité le respect du protocole. La police régionale a été dépêchée sur les lieux. La zone a été officiellement considérée comme une scène possible liée à une ancienne affaire. Laurent observait la scène de loin, le poids de l'inquiétude grandissant. Il ne cherchait pas de réponse, il voulait simplement s'assurer que ces terres étaient épargnées par les inondations. À présent, des journalistes commençaient à arriver au village. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grotte, l'équipe a remarqué quelque chose d'encore plus inquiétant. Le niveau du sol intérieur indiquait que, des années auparavant, l'entrée d'origine se situait peut-être au-dessus de la chambre nouvellement découverte et qu'un glissement de terrain massif en avait complètement bloqué l'accès. Si quelqu'un avait été à l'intérieur à ce moment-là, il n'y aurait eu aucune issue. Camille a demandé la suspension de l'avancée jusqu'à l'arrivée des renforts techniques. Le risque d'un nouvel effondrement était réel. Tandis qu'il partait, elle contempla une dernière fois le flanc de la colline. L'inondation n'avait pas créé la grotte, elle avait seulement emporté ce qui la dissimulait. Et, si les calculs étaient corrects, cette formation aurait pu rester fermée précisément depuis la tempête de mars 2001, 9 ans. Assez de temps pour qu'une erreur se transforme en mystère. Le temps nécessaire à la Terre pour décider, d'elle-même, de révéler ce qu'elle avait gardé caché. La confirmation officielle est intervenue 4 jours après la première inspection. La boucle trouvée dans la chambre principale a été identifiée comme faisant partie d'un modèle de sac à dos spécifique vendu entre 1999 et 2002. La police a contacté les familles de Mathieu, Claire et Julien pour vérifier d'anciennes photos du matériel utilisé lors de leur dernière expédition. Une photo envoyée par la mère de Claire montrait clairement la même boucle métallique fixée à la sangle latérale du sac à dos. L'affaire a été rouverte. La nouvelle se répandit rapidement au-delà de la petite ville. Les chaînes de télévision régionales installèrent des camionnettes près du pont d'Arc. Les gros titres refirent surface. Le mystère de 2001 pourrait bientôt être résolu. Les blogs spécialisés dans les disparitions commencèrent à revisiter d'anciennes théories. Mais à l'intérieur de la grotte, la scène exigeait une prudence absolue.
La police scientifique a pris en charge la coordination. La gendarmerie a bouclé le périmètre. Des techniciens spécialisés dans les opérations de sauvetage souterraines, habitués aux interventions complexes en milieu calcaire instable, ont été dépêchés sur place depuis Grenoble. Camille est restée dans l'équipe en tant que consultante technique. Le premier défi était d'ordre structurel. L'inondation avait ouvert une nouvelle entrée, mais les sédiments internes étaient encore instables. De petits craquements se faisaient entendre par moments, rappelant que la masse rocheuse n'était pas complètement consolidée. Ils avancèrent lentement. Dans la chambre où la boucle avait été découverte, ils décidèrent de dégager avec précaution la couche superficielle de boue durcie. Chaque centimètre enlevé révélait des fragments, des morceaux de corde synthétique, une lampe torche cassée, un mousqueton partiellement rongé par la corrosion. Tout laissait présager un séjour prolongé à la campagne. Mais aucun signe immédiat de restes humains n'a été constaté. La tension est montée d'un cran lorsqu'un des techniciens a repéré des marques sur la paroi de la chambre. Des rayures linéaires répétées, disposées en groupes verticaux. Comptez, marqueurs de jour. L'analyse préliminaire a révélé au moins 27 caractéristiques distinctes. L'hypothèse a changé de forme. Il n'était pas mort sur le coup. Quelqu'un a survécu pendant des jours à l'intérieur de cette grotte. Cette révélation a changé la donne dans l'enquête. Il ne s'agissait plus d'un simple accident soudain provoqué par la tempête. Des indices laissaient penser que le groupe était resté piégé après l'effondrement, conscient de ce qui se passait. Camille a emprunté le couloir situé à gauche de la bifurcation, jugé auparavant trop instable. Après des travaux de renforcement de la structure, l'équipe a pu progresser de quelques mètres supplémentaires. Le tunnel se rétrécissait considérablement. Des signes évidents de tentatives d'excavation manuelle étaient visibles. Des pierres empilées latéralement, des rainures récentes contrastant avec la formation géologique d'origine. Ils avaient essayé de partir. À chaque nouvelle découverte, la version officielle des événements de 2001 s'effritait. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir été emportés par le courant. Aucun corps n'avait été charrié en aval. Ils avaient trouvé l'entrée qu'ils cherchaient et s'étaient retrouvés piégés lorsque le glissement de terrain avait bloqué la sortie initiale. Mais la question la plus troublante demeurait. Pourquoi n'avait-il pas laissé le GPS dans la camionnette, comme d'habitude, s'il comptait explorer quelque chose de plus profond? Et pourquoi n'avait-on encore retrouvé aucun équipement complet? Au 6e jour d'opérations intensives, l'équipe a atteint une zone plus profonde de la grotte, où le plafond était bas et l'air plus raréfié. Les capteurs indiquaient des niveaux d'oxygène minimes, mais encore acceptables. C'est là qu'ils ont trouvé le premier sac à dos, presque intact. Le tissu était usé, mais reconnaissable. À l'intérieur, il y avait un carnet étanche. Les pages étaient collées entre elles par l'humidité, mais partiellement lisibles. La police a recueilli les éléments de preuve pour une analyse immédiate. Pendant ce temps, à l'étranger, la présence médiatique devenait de plus en plus intrusive. Des hélicoptères survolaient la zone. Des touristes curieux s'approchaient du cordon de police. La municipalité était confrontée à une forte pression. Préserver la dignité des familles ou contrôler le discours public. Laurent, le fermier qui avait découvert l'entrée, commença à éviter le centre du village. Il se sentait malgré lui responsable d'avoir mis au jour quelque chose qui aurait peut-être dû rester enfoui. Lorsque les premières sections du carnet furent déchiffrées, l'enquête prit une tournure encore plus complexe. Les notes ne commençaient pas par le désespoir. Ils ont commencé avec enthousiasme. Mathieu a décrit la découverte d'un passage étroit non répertorié sur les cartes officielles. Des courants d'air provenant du sous-sol laissaient supposer l'existence d'un système plus vaste. Le groupe a décidé d'explorer rapidement avant que la pluie ne s'intensifie. Puis le ton des entrées changea. Des vibrations dans la roche ont été signalées. Le bruit d'un effondrement derrière eux. Obscurité totale suite à la perte de la lampe torche principale. Les dernières pages documentaient le rationnement de l'eau, les calculs temporels basés sur les cycles de sommeil et les tentatives de fouilles.
Mais il y avait autre chose. Une page en particulier, écrite d'une écriture irrégulière, mentionnait une seconde chambre, encore plus profonde, accessible par un couloir étroit que seul Julien était parvenu à traverser. Il serait parti seul à la recherche d'une autre issue, et il n'est pas revenu. Cette révélation a divisé l'équipe d'enquêteurs. Si Julien était parti seul, il y aurait peut-être eu une autre partie de la grotte qui n'avait pas encore été explorée, peut-être inaccessible par la nouvelle entrée ouverte par l'inondation. Cela signifiait qu'une partie de l'histoire restait encore cachée. Camille insistait sur la nécessité d'une cartographie complète avant de tirer toute conclusion publique. La géologie de la région permettait l'existence de systèmes interconnectés par des passages quasi invisibles. Si Julien avait trouvé un autre chemin, il aurait pu se retrouver piégé dans un compartiment isolé. Les tensions ont atteint un nouveau niveau lorsque des capteurs ont détecté un faible courant d'air provenant d'une bouche d'aération latérale qui n'avait pas été initialement repérée. L'air en mouvement signifiait connexion, et cette connexion impliquait la possibilité d'un espace supplémentaire au-delà de ce qu'ils avaient déjà vu. L'opération, initialement destinée à confirmer un ancien accident, se transformait en quelque chose de plus vaste, une exploration active d'un système potentiellement inconnu depuis des décennies. À chaque mètre gagné, il devenait plus évident que l'histoire de ces trois jeunes gens ne s'était pas simplement terminée par un glissement de terrain. Des décisions ont été prises sous la pression. Séparation, tentative désespérée, et peut-être quelque chose de plus qui n'a pas encore été révélé. À l'étranger, le pays s'est remis à suivre l'affaire. Les émissions de télévision ont débattu des responsabilités, de la sécurité des explorations amateurs et des échecs des recherches de 2001. Mais, à l'intérieur de la grotte froide, loin des caméras, le véritable conflit était tout autre, pour savoir jusqu'où s'étendait ce passage, et accepter que la vérité puisse être encore plus troublante que n'importe quelle théorie élaborée en 9 ans. À mesure que les investigations souterraines s'approfondissaient, l'impact en surface commençait à créer des tensions parallèles. La première concernait des familles. La mère de Claire, Sophie Duval, s'est rendue de Lyon à Vallon-Pont d'Arc dès qu'elle a eu connaissance de l'identification du sac à dos. Pendant 9 ans, elle avait appris à vivre avec cette absence comme une blessure silencieuse. Pas de corps, pas d'adieu, pas d'explication définitive. Désormais, chaque nouvelle découverte rouvrait tout. Elle a exigé d'avoir accès à l'information avant qu'elle ne soit divulguée à la presse. Le père de Julien, Henri Moreau, avait une opinion différente. Il avait toujours pensé que son fils avait commis une erreur par imprudence. Pour lui, la révélation des entrées du carnet le confirmait. Julien s'était avancé seul dans une seconde chambre, une décision risquée, bien de son genre. Henri ne voulait pas que le récit public fasse de son fils une victime passive. Il a insisté pour que l'enquête établisse clairement que des choix individuels étaient en jeu. Des tensions entre les familles ont commencé à apparaître subtilement lors des rencontres avec la police. Il ne s'agissait pas de confrontations ouvertes, mais de désaccords discrets sur la manière de relater les faits. Parallèlement, une autre complexité est apparue au sein même de l'équipe technique. Camille remarqua des irrégularités dans la disposition des marques de comptage sur le mur de la pièce principale. Les 27 marques n'étaient pas disposées de façon continue. Des intervalles plus importants séparaient certains groupes, comme si le comptage avait été interrompu de façon irrégulière. Cela laissait supposer qu'ils n'étaient peut-être pas restés ensemble tout ce temps, ou que quelque chose ait altéré la perception du temps à l'intérieur de la grotte. De plus, le carnet indiquait que les 3 personnes étaient encore en vie au moins 4 jours après l'effondrement. Or, le décompte sur les murs semblait dépasser cette période. Une nouvelle hypothèse a commencé à émerger. Il pourrait y avoir plus d'une personne enregistrant les journées, à des moments différents. Parallèlement, l'administration municipale était confrontée à des pressions économiques. L'Ardèche dépend fortement du tourisme de nature.
La découverte d'une grotte liée à une disparition tragique pourrait soit dissuader les visiteurs, soit attirer des curieux en quête de sensationnalisme. Le maire, Alain Roche, était partagé entre une transparence totale et un contrôle strict de l'information. Les chefs d'entreprises locaux insistaient pour que l'affaire soit traitée avec discrétion. Parallèlement, certains habitants plaidaient pour l'érection d'un mémorial public sur les lieux, si le lien avec les jeunes était confirmé. Laurent, le fermier qui avait découvert l'entrée, devint malgré lui une figure centrale. Les journalistes l'abordaient quotidiennement. Certains insinuaient qu'il aurait pu remarquer des signes de l'existence de la grotte des années auparavant sans le signaler. Cette suggestion le perturbait profondément. Il commença à repenser à l'hiver 2001. Il se souvenait de la tempête. Il se souvenait du débordement de la rivière. Il se souvenait d'un grondement lointain venant du flanc de la colline cette nuit-là. Un grondement qu'il avait attribué à un simple glissement de terrain. Et si c'était précisément à ce moment-là que l'entrée d'origine avait été scellée? Ce rappel tardif avait un poids inattendu, non pas par culpabilité directe, mais en raison de sa proximité avec le moment décisif. À l'intérieur de la grotte, l'équipe technique a dû faire face à un autre défi, une étroite crevasse latérale, d'où provenait le courant d'air détecté quelques jours auparavant. Après des mesures précises, ils ont conclu que le passage pouvait mener à une autre cavité. Le problème résidait dans l'accès. Seule une personne de petite taille pourrait le traverser sans danger. Adrien Martel, un jeune spéléologue de l'équipe, s'est porté volontaire. Mince et expérimenté dans les passages étroits, il progressait lentement, sécurisé par un câble de sécurité. La traversée a duré près de 20 minutes. De l'autre côté, Adrien décrivit à la radio un espace plus grand que prévu, une chambre secondaire partiellement isolée de la chambre principale. Le silence sur le canal de communication fut rompu par une courte phrase « Il y avait une présence humaine ici ». Les tensions sont montées immédiatement. Adrien a signalé la présence de morceaux de tissu, d'une deuxième lampe de poche et de ce qui semblait être un casque cassé. Mais le détail le plus troublant était ailleurs. Il y avait des marques indiquant un mouvement prolongé, et non un simple arrêt passif. De petits tas de pierres organisées, comme si quelqu'un avait essayé de signaler quelque chose. Lorsque l'équipe a finalement réussi à élargir le passage pour permettre à davantage de membres d'entrer en toute sécurité, la confirmation est arrivée. La seconde chambre contenait des preuves évidentes qu'au moins une personne y était restée pendant une période considérable. Séparée des autres, cela a radicalement changé le récit. Si Julien avait effectivement traversé seul, comme l'indiquait son carnet, il aurait pu se retrouver piégé dans cette zone isolée après un autre effondrement partiel. Mais une autre question s'est posée. Pourquoi cette décision n'était-elle pas consignée dans les dernières pages? Les notes s'interrompaient brusquement après la mention de la seconde chambre. Il n'y était fait mention ni d'un retour manqué, ni de la confirmation d'une séparation définitive. Une autre intrigue secondaire commençait à prendre de l'ampleur à l'extérieur de la grotte. Des discussions ont commencé sur les forums en ligne concernant d'autres théories. Certains suggéraient que le groupe avait peut-être découvert quelque chose de plus qu'un simple passage géologique. Des vestiges archéologiques ou une structure ancienne qu'ils ne souhaitaient pas révéler immédiatement. Les spéculations se sont rapidement propagées, alimentées par un manque d'informations complètes. En 2001, des émissions de télévision à sensation ont commencé à insinuer une négligence de la part des équipes de secours. Des experts ont été invités à débattre de la question de savoir si des recherches plus approfondies auraient pu sauver des vies. La gendarmerie a dû publier un communiqué officiel appelant à la prudence et au respect des familles. Pendant ce temps, Camille se concentrait sur les détails techniques. L'analyse du sol dans la deuxième chambre a révélé quelque chose d'inattendu, des traces de suie concentrées à un endroit précis. Ils avaient allumé un feu là-bas. Cela indiquait une tentative de signalisation ou un chauffage prolongé, ce qui nécessitait des ressources et de l'énergie supérieure à ce que le carnet laissait initialement entendre.
S'ils sont parvenus à maintenir le feu allumé, combien de temps sont-ils restés en vie? La pression du temps devenait un élément central. L'équipe savait que la stabilité de la nouvelle entrée créée par la crue n'était pas permanente. L'hiver suivant pourrait à nouveau modifier la pente. Il était urgent de cartographier entièrement le système avant que les conditions naturelles ne changent à nouveau. Chaque intrigue secondaire, tension familiale, pression politique, spéculation publique, fragmentation du récit original, convergeait vers un point commun. L'histoire était encore incomplète. Et la seconde chambre n'en était qu'une partie. Si Julien était resté isolé là, il était possible qu'il ait découvert quelque chose que les autres n'avaient pas vu, quelque chose qui expliquerait sa décision de continuer seul, ou quelque chose qui rendrait un retour impossible. La complexité de l'affaire ne se résumait plus à une simple question de survie. Il s'agissait alors de faire des choix en quelques secondes critiques, des séparations qui ont changé des destins, et un système souterrain qui, pendant 9 ans, a maintenu le tout dans un silence absolu. L'élargissement contrôlé du passage vers la seconde chambre a nécessité 2 jours entiers. Chaque pierre retirée a été répertoriée. Chaque centimètre avancé a été stabilisé par des supports métalliques temporaires. La priorité n'était pas la rapidité, mais la précision. Lorsqu'ils ont finalement eu pleinement accès à la chambre isolée, l'atmosphère a changé. L'espace était plus grand que prévu, mais irrégulier. Le plafond présentait de vieilles fissures et une partie du sol semblait s'être affaissée. Des traces évidentes d'une présence humaine prolongée étaient visibles. Des fragments d'emballage plastique, des morceaux de tissu disposés en guise de base improvisée et à l'arrière-plan, une tache noircie par la suie. Camille se dirigea lentement vers cet endroit. Au centre de la marque sombre, des pierres étaient disposées en cercle, un feu de camp improvisé, et à côté d'elle, quelque chose qui allait complètement changer le cours de l'enquête. Un appareil photo numérique. Ce modèle était compatible avec ce que Claire portait en 2001. L'équipement était endommagé extérieurement, mais le compartiment interne semblait partiellement protégé par la structure en plastique. L'équipe technique a immédiatement stoppé tout mouvement brusque. Si la carte mémoire était encore intacte, elle pourrait contenir le dernier enregistrement visuel des 3. L'article a été emballé avec le maximum de précautions et envoyé au laboratoire régional de Marseille. En attendant les résultats de la récupération des données, l'équipe a décidé d'explorer le fond de la deuxième chambre. C'est alors qu'ils ont fait une découverte inattendue. Une étroite ouverture au niveau du sol, presque imperceptible, partiellement obstruée par des pierres empilées de façon anormale. Il ne s'agissait pas d'une formation géologique spontanée. Quelqu'un avait délibérément bloqué ce passage. Le silence qui suivit fut pesant. Si Julien avait traversé le premier et s'était retrouvé isolé, pourquoi bloquer sa propre sortie? Et s'il n'était pas celui qui avait disposé les pierres? L'hypothèse initiale de l'accident commençait à s'effondrer. Camille examina la disposition des pierres. Elles ne semblaient pas avoir été empilées de l'intérieur vers l'extérieur. La logique suggérait le contraire. Le passage avait été condamné depuis l'extérieur de la deuxième chambre. Cela signifiait que quelqu'un se trouvait de l'autre côté lorsque l'ouverture a été scellée. L'implication était troublante. Ou bien l'un d'eux a bloqué le passage pour une raison inconnue, ou bien il y avait une autre présence dans le réseau souterrain. La seconde possibilité semblait improbable, mais pas impossible. La région avait déjà fait l'objet d'explorations indépendantes au cours des dernières décennies. Pendant ce temps, au laboratoire, des techniciens spécialisés dans la récupération de données travaillaient sur l'appareil photo récupéré. 3 jours plus tard, la confirmation est arrivée. La carte mémoire était partiellement fonctionnelle. Les premières images correspondaient à l'enthousiasme décrit dans le carnet. Récit de l'entrée initiale, du passage étroit nouvellement découvert, de la descente improvisée. Ensuite, les images de la caméra principale. La lumière faiblissait progressivement. Sur une série de photos, les 3 personnes apparaissaient souriantes, malgré la tension palpable qui régnait. Puis, les images ont changé. Roches récemment tombées, de la poussière dans l'air.
le système devenait instable. Une photo en particulier a capturé un élément crucial. Le couloir d'où il venait était complètement bloqué par un glissement de terrain massif. Aucune issue en vue. Les photos suivantes montrent des tentatives d'enlèvement de pierres. Ensuite, les résultats du décompte ont été inscrits sur le mur. Et enfin, une séquence différente. Claire avait pointé la caméra sur Julien alors qu'il s'apprêtait à descendre l'étroit couloir vers la deuxième pièce. Sur la photo, il avait l'air déterminé mais pas désespéré. Une corde était nouée autour de sa taille. Sur les photos suivantes, Claire a documenté la traversée partielle. Et puis, quelque chose d'inattendu. Une image floue montrait l'entrée du couloir partiellement obstruée par un nouvel éboulement, incomplet, mais suffisamment pour rendre un retour immédiat difficile. La dernière photo de la série montrait Mathieu et Claire, regardant dans l'espace étroit, leurs expressions tendues, tandis que de petites pierres continuaient de tomber. Il n'y a eu ensuite aucune image provenant de la deuxième caméra. Mais le véritable tournant est survenu dans l'analyse des métadonnées. La dernière photo a été prise 2 jours après la date estimée dans le carnet. Cela signifiait que le journal n'était pas un enregistrement continu jusqu'à la fin. Il y a eu une période non documentée. Et plus encore, parmi les fichiers récupérés figurait une courte vidéo, son de mauvaise qualité et distordue, mais intelligible. Dans la vidéo, Claire chuchotait à l'oreille de la caméra. L'image ne montrait que son visage éclairé par la lampe torche. Elle a dit « Si quelqu'un la trouve, Julien a trouvé quelque chose. Ce n'est pas seulement une sortie. » Il a dit qu'il y a un fort courant d'air qui vient d'en bas, comme s'il y avait une ouverture plus grande. Mais la roche n'est pas stable. On essaie de se décider. L'enregistrement fut brutalement interrompu par une détonation lointaine. Cette révélation a complètement changé la donne. Julien n'avait pas traversé la route sur un coup de tête. Il avait trouvé des preuves concrètes d'une autre issue. Le passage obstrué dans la deuxième chambre n'était peut-être pas une tentative d'isolement, mais de protection. S'il y avait eu un autre effondrement pendant qu'il se trouvait de l'autre côté, Mathieu et Claire auraient pu bloquer l'ouverture pour empêcher que d'autres débris ne lui tombent dessus. Ou le contraire. Peut-être Julien l'a-t-il bloqué pour empêcher l'instabilité d'atteindre les autres. Le récit simpliste d'une séparation imprudente a cessé d'avoir du sens. Il y a eu coopération. Il y avait une stratégie, mais un élément restait également inexpliqué. La vidéo mentionnait une ouverture plus large d'où provenait un fort courant d'air. S'il existait un système plus profond relié à la deuxième chambre, il n'avait pas encore été entièrement cartographié. L'équipe est retournée dans la grotte avec un nouvel objectif, localiser cette éventuelle ouverture inférieure. Les tensions sont montées d'un cran lorsque des capteurs ont confirmé un flux d'air plus important provenant du passage obstrué. Cela indiquait un espace important au-delà d'elle. Si Julien avait trouvé quelque chose là-bas, il aurait pu aller encore plus loin. Le tournant n'a pas seulement consisté à comprendre comment il s'était retrouvé piégé. Ils ont alors réalisé qu'il existait peut-être une véritable sortie de secours, à quelques mètres seulement de l'endroit où il se trouvait, mais qu'elle était inaccessible en raison des effondrements successifs. L'histoire ne se résumait plus à une simple histoire de survie contrariée. Il s'agissait alors de la proximité du salut et des décisions prises en quelques secondes qui ont déterminé des destins opposés au sein d'une même montagne. La diffusion de la vidéo a complètement changé la dimension publique de l'affaire. Avant toute déclaration officielle, la police a décidé de partager avec les familles un extrait soigneusement remanié. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Sophie Duval resta silencieuse. Lorsque l'enregistrement s'acheva, elle ne pleura pas. Elle répéta seulement une phrase. Elle était lucide. Elle pensait. Pour elle, c'était plus douloureux que n'importe quelle possibilité de mort instantanée. Claire savait qu'elles étaient piégées. Elle savait que les décisions qu'elles prendraient pourraient déterminer leur survie. Henri Moreau réagit différemment. En apprenant que Julien avait trouvé un courant d'air et une ouverture potentiellement plus importante, il se leva brusquement. Pour lui, cela confirmait que son fils n'avait pas agi par imprudence, mais par espoir.
Il était convaincu que Julien était sur le point de trouver une véritable issue. L'existence de la vidéo ayant été révélée au grand jour, la presse a accentué la pression. Les médias nationaux ont commencé à traiter l'affaire comme la tragédie de la grotte scellée. Des experts en survie ont été invités à analyser les choix des 3 jeunes hommes. Certains ont soutenu que la séparation constituait une erreur stratégique. D'autres ont affirmé que, dans un environnement confiné, se séparer augmentait les chances de trouver un autre chemin. Mais à l'intérieur de la grotte, les conséquences étaient concrètes et urgentes. La confirmation d'une circulation d'air au-delà du passage obstrué indiquait l'existence d'un réseau souterrain plus vaste, encore inaccessible. L'équipe technique devait trancher, retirer complètement les roches empilées, au risque d'aggraver l'instabilité, ou rechercher un autre itinéraire à l'aide d'une cartographie géologique externe. Le géologue de l'équipe a présenté des données préliminaires. La masse rocheuse de cette région présentait de profondes fissures verticales reliées à des systèmes karstiques inférieurs. Il était possible qu'une sortie naturelle existât quelques mètres sous la seconde chambre, peut-être invisible depuis la surface. Cela a transformé l'opération. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver des traces et d'éclaircir les faits. Désormais, il était fort possible que Julien ait atteint un autre compartiment inexploré et que la preuve finale s'y trouve. Camille a insisté sur une approche contrôlée. Elle a ordonné l'installation de capteurs supplémentaires pour surveiller les micro-vibrations dans la roche avant tout retrait de la barrière de pierre. Parallèlement, l'administration municipale a dû faire face à une autre conséquence, l'impact émotionnel sur la communauté. Le village s'est divisé. Certains estimaient que l'exploration devait se poursuivre jusqu'à la cartographie complète du système, quel qu'en soit le coût. D'autres craignaient que la persistance de ces explorations ne provoque un nouvel effondrement et ne transforme le site en un danger permanent. Laurent percevait la tension dans les conversations du marché, dans les regards insistants qu'on lui lançait en passant. Il évitait les interviews, mais il savait que sa découverte avait tout déclenché. Sous la pression de l'opinion publique, un détail technique a suscité une nouvelle inquiétude. L'analyse détaillée de la barrière de pierre a révélé un élément précis. Les plus grosses pierres étaient positionnées à la base, les plus petits fragments étant nichés au-dessus, formant une structure relativement stable. Il ne s'agissait pas d'un amas chaotique fait dans la panique, il était organisé. Cela suggérait du temps et une clarté mentale. Quelqu'un a déployé des efforts considérables pour bloquer ce passage. La question n'est plus simplement « pourquoi ?», mais est devenue « protéger qui ?» Si Julien se trouvait de l'autre côté lors de la construction de la barrière, c'était peut-être une tentative pour empêcher un effondrement plus important de toucher Mathieu et Claire. Mais si la construction a été réalisée du côté de la seconde chambre, alors Julien aurait pu se trouver à l'intérieur, isolé, lorsque le passage a été scellé. Les conséquences émotionnelles étaient profondes. Les familles ont commencé à suivre les rapports techniques avec une attention quasi obsessionnelle. Chaque mise à jour suscitait des vagues d'espoir et d'angoisse. La police, de son côté, devait concilier enquête scientifique et sensibilité publique. La diffusion partielle de la vidéo avait déjà provoqué un tollé national. Les hashtags liés à l'affaire sont devenus viraux en France. Des milliers de personnes ont débattu du sujet en ligne, beaucoup estimant que l'histoire devrait faire l'objet d'un documentaire. Mais la réalité sous-jacente restait froide et objective. Après plusieurs jours de surveillance, l'équipe a reçu le feu vert pour retirer une partie de la barrière. Le processus serait lent, pierre par pierre. Dès qu'ils ont retiré les premiers blocs inférieurs, un flux d'air plus intense s'est échappé par l'ouverture. Cela a confirmé une connexion significative avec l'espace réel au-delà de la deuxième chambre. L'air était plus sec et légèrement plus chaud, signal de plus grande amplitude et communication possible avec une surface distante. L'intervention s'est poursuivie pendant des heures, jusqu'à ce qu'une ouverture suffisante permette le passage visuel d'une caméra endoscopique. Lorsque l'objectif a traversé l'espace, ce qui est apparu sur l'écran a coupé le souffle à tout le monde. Un couloir descendant,
et en arrière-plan, quelque chose qui ressemblait à un reflet métallique. La caméra a avancé de quelques centimètres supplémentaires. Le reflet prit une forme reconnaissable, un mousqueton fixé à une corde tendue. La corde disparut dans l'obscurité en contrebas. Cela indiquait que Julien, ou quelqu'un d'autre, était descendu au-delà du point bloqué. La conséquence fut immédiate. S'il avançait davantage, l'histoire ne s'arrêtait pas dans la deuxième chambre. L'équipe était désormais confrontée à une décision cruciale. Élargir l'ouverture pour permettre le passage des humains ou chercher un accès depuis un autre point extérieur pour intercepter le couloir descendant. La moindre erreur pourrait entraîner l'effondrement total de la zone. La pression émotionnelle augmentait proportionnellement à la complexité technique. Sophie Duval a demandé l'autorisation de déposer des fleurs près de l'entrée de la grotte. Le conseil municipal a accepté ce geste discret. D'autres habitants ont ensuite fait de même. L'endroit se transformait lentement en un espace de mémoire collective, même sans confirmation définitive. Mais l'enquête n'était pas encore terminée. Les conséquences de la vidéo, des images, des marqueurs de comptage et de la barrière organisée ont convergé vers une conclusion inquiétante. Ils étaient plus proches d'une sortie possible que quiconque ne l'avait imaginé en 2001. Et quelqu'un a pris la décision consciente de saisir cette opportunité. L'équipe se préparait à la partie la plus risquée de l'opération, franchir la barrière partiellement retirée et suivre le couloir descendant. Ce qu'ils découvrirent au-delà pourrait enfin mettre fin à 9 années de silence, ou pour découvrir une révélation encore plus inattendue. La décision a été prise à l'aube. Au lieu de forcer une expansion complète de la barrière, ce qui aurait pu compromettre la stabilité de la deuxième chambre, l'équipe a opté pour une progression contrôlée à travers le couloir descendant en utilisant le plus petit membre opérationnel disponible avec un soutien technique maximal. Adrien serait une fois de plus le premier à traverser. Cette fois, cependant, la tension était différente. Il ne s'agissait pas d'une simple inspection préliminaire. C'était la possibilité réelle d'atteindre le terme du voyage de Julien. Avant d'entrer, Camille l'appela à part. Il n'y eut aucun discours dramatique, juste des instructions directes, fermes et techniques. Mais quelque chose dans son regard laissait transparaître que cette opération dépassait le cadre professionnel. Au fil des jours, Camille avait cessé de considérer cette affaire comme une simple cartographie géologique. L'histoire de ces 3 jeunes gens avait pris une dimension humaine profonde. Adrien franchit l'ouverture entr'ouverte et commença sa descente dans le couloir en pente. La vieille corde était toujours là, étonnamment solide, attachée à un point d'ancrage improvisé dans la roche. Cela confirmait que quelqu'un était descendu avec l'intention manifeste d'explorer. L'équipe a installé une nouvelle ligne de sécurité parallèle sans dépendre de l'ancienne. Au fur et à mesure de sa progression, Adrien décrivait par radio les caractéristiques du tunnel. Forte pente, parois étroites et présence de petites poches d'air plus secs. Le couloir s'élargissait progressivement après une douzaine de mètres, puis vint le silence. Non pas à cause d'un problème de communication, mais à cause d'une pause respiratoire. « Il y a une chambre plus grande ici », dit-il finalement, « beaucoup plus grande. » Camille a autorisé une progression prudente. Lorsque l'équipe est parvenue à étendre son accès et à pénétrer partiellement dans la nouvelle zone, elle s'est rendue compte qu'elle était confrontée à quelque chose d'inattendu. La 3e chambre n'était ni petite ni improvisée. Elle faisait partie d'un système plus vaste, avec un plafond haut et une ouverture naturelle au sommet, partiellement obstruée par la végétation et d'anciens sédiments. Il y avait de la lumière, non pas une lumière directe intense, mais un rayon naturel filtré par une fissure verticale lointaine. Julien avait trouvé une issue. Cette découverte a eu un impact immédiat. Mais la fissure se trouvait à au moins 6 mètres du sol de la chambre, selon un angle difficile, et était partiellement obstruée par des roches instables. L'ascension de cette ouverture nécessiterait un équipement adéquat, une bonne condition physique et du temps. Les ressources sont rares pour une personne isolée et potentiellement affaiblie.
Au centre de la chambre, ils ont trouvé les dernières traces. Un sac à dos ouvert, reste d'emballage vide, un casque fissuré sur le côté. Et appuyé contre le mur, un ensemble de pierres disposées de manière ordonnée formait une flèche pointant vers le haut, en direction de la fissure illuminée. Julien ne s'est pas perdu là-bas. Il comprit ce qu'il avait trouvé, et il a essayé de grimper. Des marques sur la roche indiquaient des tentatives d'escalade. De petites rainures parallèles suggéraient l'utilisation d'outils improvisés ou d'un mousqueton pour s'appuyer. Mais la roche dans cette zone présentait des signes de fragmentation récente. Une section située au-dessus montrait un effondrement partiel. Camille a analysé la structure. Il a conclu que si Julien avait tenté l'ascension sans équipement de protection adéquat en partie supérieure, des chutes de débris auraient pu rendre la fissure impraticable peu après. Dans ce contexte, la notion de surmonter les difficultés est devenue ambiguë. Julien avait surmonté sa peur d'avancer seul. Il avait trouvé une véritable issue. Il avait conservé suffisamment de lucidité pour indiquer la direction à suivre. Il avait persévéré. Mais la montagne imposait une limite physique insurmontable. L'équipe a entamé une recherche systématique dans la 3e chambre. Le silence était pesant mais sans gravité. Il était scientifique, méthodique. Chaque mètre était examiné avec soin. Puis, ils l'ont trouvé. Aucune annonce immédiate n'a été faite. Seule la confirmation silencieuse a été transmise par radio interne. Les restes se trouvaient près du pied du mur, sous la fissure. Ils n'étaient pas en désordre. Ils étaient appuyés contre le mur, comme s'ils s'y étaient glissés après une ultime tentative. À côté, la vieille corde s'arrêtait, détachée. La position indiquait qu'il avait probablement atteint une partie de l'ascension, mais qu'il n'avait pas pu la terminer. Cette découverte a permis de clore le débat sur les faits, mais aussi d'apporter un nouvel éclairage. Julien n'a pas été arrêté à cause d'une erreur impulsive. Il a persévéré, trouvé une issue, combattu jusqu'à ses limites physiques. Le discours public commençait à changer. Lorsque la confirmation fut annoncée aux familles, la douleur était palpable, mêlée à une fierté contenue. Henri Moreau pleura pour la première fois depuis la réouverture de l'affaire. Non pas à cause de l'imprudence de son fils, mais parce qu'il réalisait qu'il avait tout tenté jusqu'au bout. Pour Sophie, cette découverte a apporté une autre dimension. Si Julien a atteint la 3e chambre, Mathieu et Claire sont peut-être restés dans la chambre principale à attendre un retour ou un signal. Le décompte irrégulier sur le mur prenait désormais tout son sens. Certains jours avaient été marqués alors qu'ils étaient encore ensemble. D'autres, peut-être, après leur séparation. L'équipe est retournée dans la chambre principale pour une analyse comparative. Camille remarqua quelque chose qui était passé inaperçu jusque-là. Une marque sur le mur différente des autres, une ligne plus profonde et isolée. Cela pourrait représenter une tentative de réinitialisation du compteur ou le signe d'une décision finale. Surmonter les obstacles à ce moment-là n'était pas seulement l'apanage des personnages du passé. Cela venait de l'équipe d'enquête elle-même. Camille a vécu une transformation intérieure. L'affaire avait cessé d'être un exercice technique pour devenir un témoignage humain de résilience face à une pression extrême. L'opération s'est poursuivie par la récupération minutieuse des restes dans la 3e chambre. La fissure éclairée a été examinée de l'extérieur à l'aide de drones de surface. Ils ont découvert que l'ouverture était reliée au flanc de la colline, à moins de 40 mètres, de l'endroit où la nouvelle entrée avait été révélée par les inondations de 2010. 40 mètres. La distance entre la tragédie et la survie. Cette révélation fut à la fois dévastatrice et éclairante. Ils étaient proches, très proches. Mais sans équipement complet, sans communication extérieure et suite à des effondrements successifs, la montagne s'est refermée sur eux avant qu'ils ne puissent la traverser. L'équipe, désormais plus consciente de la dimension humaine de la mission, s'est préparée pour l'étape finale, documenter officiellement toute la séquence et présenter une conclusion publique. L'histoire n'était plus un mystère complet, c'était une histoire d'effort, de courage et de limitation physique. Et ce qui était arrivé à Mathieu et Claire ces derniers jours
restait encore à comprendre pleinement. La découverte de la troisième chambre et de la fissure illuminée a complètement modifié l'orientation de l'enquête. Julien disposait désormais d'une chronologie claire des événements. Il restait à comprendre, avec précision, ce qui était arrivé à Mathieu et Claire après leur séparation. L'équipe est retournée dans la salle principale avec une nouvelle perspective. Si Julien avait trouvé une issue, il l'a probablement communiquée avant de passer définitivement de l'autre côté. La vidéo laissait entrevoir une discussion stratégique. Cela signifiait que Mathieu et Claire savaient qu'il y avait un réel espoir. Mais pourquoi n'ont-ils pas essayé de continuer ensemble? La réponse résidait dans les détails structurels. Le couloir étroit menant à la deuxième chambre présentait des signes d'effondrement partiel progressif. Les analyses géologiques ont indiqué que de petits effondrements s'étaient produits à différents intervalles, et non un événement unique. Cela laissait supposer qu'après la traversée de Julien, un nouvel éboulement avait pu temporairement bloquer le retour. Mathieu et Claire auraient alors tenté de dégager l'obstacle, comme l'indiquaient les pierres accumulées dans la seconde chambre. Mais le blocus n'était pas permanent au début. Des indices laissaient penser que le corridor était resté partiellement praticable pendant un certain temps. Camille a commandé une reconstitution chronologique détaillée basée sur des preuves matérielles. La position des roches, les couches de poussière, les motifs de suie et les traces de traînées sur le sol. Le résultat fut surprenant. Des marques indiquaient qu'une personne se trouvant dans la chambre principale avait réussi à passer dans la deuxième chambre après la séparation initiale. Pas seulement Julien. De petites traces de tissu et une seconde empreinte de semelles différentes ont été découvertes au-delà de la barrière partielle. Ça a tout changé. Si une autre personne est passée de l'autre côté plus tard, cela signifie qu'elles n'ont pas été séparées définitivement dès le début. La tension montait. Que s'est-il passé pendant cet intervalle? La réponse commença à se dessiner grâce à l'analyse méticuleuse du feu de joie dans la deuxième chambre. La concentration de suie indiquait que le feu avait été entretenu pendant plusieurs cycles prolongés, probablement 2 ou 3 jours. Cela impliquait qu'au moins 2 personnes s'y étaient trouvées à un moment donné. L'hypothèse la plus plausible est la suivante. Après le premier effondrement, Julien est parti explorer les lieux. Mathieu et Claire sont restés dans la salle principale pour tenter de sécuriser l'accès. Plus tard, l'un d'eux a réussi à passer pour leur porter secours. Mais qu'est-ce qui a déclenché le confinement final? L'équipe a décidé de scanner la structure surplombant l'étroit couloir à l'aide d'un équipement portable de détection sismique. Les données ont révélé une ancienne fissure dans la voûte du tunnel, aggravée par la tempête de 2001. Il était possible qu'après plusieurs tentatives d'excavation manuelle pour élargir le passage, le plafond finisse par s'effondrer. Cela expliquerait la barrière organisée. S'ils s'étaient rendus compte que le plafond était sur le point de s'effondrer, ils auraient pu décider de fermer partiellement le couloir pour éviter d'être complètement ensevelis. Mais cette décision aurait des conséquences irréversibles, un isolement total pour tous ceux qui se trouveraient au-delà. La montée en puissance jusqu'au point culminant n'était pas seulement technique, elle était aussi émotionnelle. La police a réuni les familles pour leur présenter un calendrier provisoire des événements. Le silence régnait dans la salle pendant la projection des cartes et des photographies. Henri Moreau observait attentivement le point lumineux de la fissure. Sophie gardait les yeux rivés sur l'image de la caméra principale. Lorsque la reconstitution a suggéré qu'au moins l'un d'eux avait rejoint la seconde chambre après la séparation initiale, les tensions entre les familles se sont apaisées. Il ne s'agissait plus d'une décision individuelle isolée. C'était un effort collectif. La mairie préparait un communiqué officiel, mais Camille leur a demandé d'attendre une conclusion définitive avant de publier un récit définitif. Il restait encore une partie de la troisième chambre qui n'avait pas été entièrement explorée. Une légère irrégularité latérale qui, selon les capteurs, pourrait masquer un affaissement supplémentaire. Si Mathieu ou Claire ont réussi à traverser partiellement avant l'effondrement final, ils auraient pu y laisser des traces. L'équipe a organisé une dernière incursion avant l'annonce publique.
L'atmosphère du village était devenue solennelle. Des fleurs étaient discrètement déposées près de l'entrée de la grotte. Les médias restaient à distance, attendant la confirmation définitive. À l'intérieur de la montagne, l'équipe a progressé jusqu'au flanc de la troisième chambre. Le passage était bas, ce qui nécessitait de se déplacer en position accroupie. Après quelques mètres, ils trouvèrent quelque chose qui allait redéfinir la fin. De plus, près de la base de la paroi latérale, on trouvait des marques de comptage supplémentaires, différentes de celles trouvées dans la chambre principale, et à côté d'eux, un petit objet, un pendentif en métal en forme d'étoile. Il appartenait à Claire. Cela signifiait qu'elle était passée dans la troisième chambre. Pas seulement Julien. Cette découverte a transformé notre compréhension finale. Claire n'est pas restée attendre dans la salle principale jusqu'à la fin. Elle avança, probablement après avoir réalisé que l'accès était encore possible. La présence du pendentif indiquait une proximité physique importante avec le point où Julien avait tenté d'escalader. Mais ils n'ont trouvé aucune autre preuve d'un séjour prolongé dans cette zone. Cela laissait supposer que Claire était peut-être retournée dans la pièce principale avant le blocage final, ou que l'effondrement s'était produit alors qu'elle se trouvait dans le couloir. La tension narrative atteignit son paroxysme. Il ne restait plus qu'à analyser soigneusement les couches de débris dans les trois couloirs. Si le blocage final s'est produit après plusieurs traversées, la décision de sceller partiellement le passage pourrait avoir été une tentative désespérée de stabiliser la toiture. L'équipe a entamé l'analyse finale des roches empilées. C'est alors qu'ils ont remarqué un détail presque invisible. L'une des plus grosses pierres présentait des signes d'impact interne, comme si elle avait été poussée sous pression de l'intérieur vers l'extérieur. Cela indiquait qu'au moment de l'effondrement final, quelqu'un tentait de traverser. La montée en puissance jusqu'au point culminant convergeait désormais vers une conclusion inévitable. Une dernière tentative conjointe a été menée pour atteindre la troisième chambre. Il s'est passé quelque chose dans le couloir, et la montagne a tranché pour eux. L'équipe était prête à retirer les dernières couches de l'obstruction centrale du tunnel étroit, où des capteurs indiquaient de la présence possible d'une poche préservée sous les débris. Ce qu'ils y découvriraient mettrait définitivement un terme à cette série d'événements. Le pays attendait, les familles attendaient, et la montagne, silencieuse depuis 9 ans, était sur le point de révéler son dernier fragment de vérité. Le déblocage final du couloir étroit a débuté à 6 heures du matin. L'équipe savait qu'il s'agissait du point crucial. Des capteurs indiquaient la présence d'un petit vide structurel préservé sous la dernière couche de débris. Si la reconstitution était correcte, ce vide apporterait la réponse définitive sur les derniers instants de Mathieu et Claire. Le silence à l'intérieur de la grotte était absolu, seulement troublé par le bruit métallique maîtrisé des outils manuels. Aucun engin lourd n'a été utilisé. Chaque pierre a été extraite avec une précision chirurgicale. Camille supervisait chaque mouvement. Lorsqu'ils retirèrent le troisième bloc, plus gros, une petite ouverture apparut, laissant s'échapper de l'air stagnant. L'odeur était âcre et sèche, contrairement à l'humidité ambiante des autres pièces. La caméra endoscopique a été insérée. Sur l'écran portable, un espace étroit apparut, partiellement comprimé par l'effondrement du plafond. Et puis, ce que tout le monde craignait et attendait se produisit. 2 casques, très proches l'un de l'autre. L'équipe a évité tout mouvement brusque. L'élargissement de l'accès a pris des heures. Le couloir était instable et a nécessité des renforts temporaires avant que quiconque puisse y pénétrer. Lorsqu'ils furent enfin parvenus à créer suffisamment d'espace pour une entrée contrôlée, Camille fut l'une des premières à s'avancer. Le scénario était clair et d'une éloquence douloureuse. Mathieu et Claire se trouvaient à l'endroit précis où le tunnel s'inclinait légèrement vers la troisième salle. Ils n'étaient pas restés dans la salle principale jusqu'au bout. Ils ont essayé de traverser. Les profondes marques sur les parois indiquaient un effort coordonné pour se frayer un chemin à travers les roches instables. Des fragments déplacés suggéraient qu'à mesure qu'ils avançaient, le plafond commençait à s'effondrer. La position finale expliquait tout.
Il faisait face à la troisième chambre. Il ne revenait pas. Il suivait Julien. La montagne s'est effondrée sur la partie centrale au moment précis du passage. La poche d'air détectée par les capteurs était due à l'espace créé entre deux gros blocs qui se soutenaient mutuellement après l'effondrement. Rien n'indiquait un séjour de longue durée. L'événement a été soudain. Cette découverte a permis de clore le débat sur le plan technique, mais son impact émotionnel a été profond. La reconstitution finale se précisait. Après le premier effondrement, Julien s'aventura dans la troisième chambre et découvrit une fissure illuminée. Il revint partiellement ou signala sa découverte. Mathieu et Claire décidèrent de tenter le coup eux aussi. À un moment critique, ils ont constaté une instabilité croissante dans le couloir. Les pierres disposées dans la deuxième chambre n'étaient pas là pour isoler qui que ce soit. Il s'agissait de tentatives pour soutenir le toit. Un accessoire improvisé. Lorsqu'ils ont compris que la structure ne tiendrait plus longtemps, ils ont fait leur choix final. Avancez ensemble. Ne vous séparez pas. Cette décision a complètement redéfini le récit. Il n'y a pas eu d'abandon. Il ne s'agissait pas d'un acte d'imprudence isolé. Un effort collectif s'est maintenu jusqu'au tout dernier moment. L'analyse structurelle a indiqué que l'effondrement final s'est produit quelques heures après le blocage organisé de la deuxième chambre. Ceci explique l'absence de nouvelles marques de comptage sur la paroi principale. Ils savaient que le temps pressait. Le détail le plus surprenant est apparu lors du catalogage final. Entre les mains de Claire, soigneusement préservée sous une couche de poussière compactée, se trouvait la carte mémoire supplémentaire qui n'était pas dans l'appareil photo récupéré. Il a été immédiatement envoyé pour analyse. Quelques heures plus tard, le laboratoire a confirmé la carte contenait des images supplémentaires qui n'étaient pas présentes sur l'appareil photo principal. Les photos montraient quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas de témoignages de désespoir. Il s'agissait d'images de la fissure illuminée dans la troisième chambre. Julien avait réussi à enregistrer la sortie potentielle. Une séquence montrait une tentative d'ascension, filmée en plongée pour capter la lumière naturelle. Sur la dernière image de la carte, l'appareil photo reposait sur le sol de la troisième pièce. Sur le cadre, 3 ombres semblaient projetées sur le mur. 3. Cela signifiait qu'à un moment donné, ils se retrouvaient tous les 3 ensemble dans la troisième chambre. La révélation fut choquante. Le déroulement probable des événements s'est alors transformé en toute autre chose. Julien a trouvé la troisième chambre. Il est revenu ou a réussi à maintenir le passage ouvert temporairement. Tous 3 atteignirent ensemble l'espace illuminé. Ils ont tenté d'escalader la fissure. Au cours de la tentative, des fragments ont commencé à tomber. Ils se sont repliés pour réorganiser l'accès. En repassant par l'étroit couloir, l'effondrement final s'est produit. La distance jusqu'à la sortie réelle était inférieure à 40 mètres en surface, mais elle nécessitait une escalade technique pour laquelle ils ne disposaient pas de l'équipement complet nécessaire afin de la réaliser en toute sécurité dans des conditions instables. Le point culminant n'était pas seulement une découverte physique, il s'agissait d'une transformation de la mémoire collective. Le discours public sur l'insouciance de la jeunesse a été remplacé par un autre, 3 jeunes gens qui ont fait face à une situation extrême grâce à la coopération, la stratégie et le courage. Lorsque la conclusion officielle a été présentée, le pays a réagi vivement. La vidéo restaurée, montrant les images finales de la fissure illuminée, a été diffusée à la télévision nationale, avec l'autorisation des familles. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de solidarité. L'histoire est devenue virale, non pas à cause de son côté sensationnaliste, mais à cause de l'humanité qu'elle recelait. La montagne n'abritait aucun complot. Il tentait de maintenir une tentative. Elle a maintenu son unité. À l'intérieur de la grotte, après le retrait contrôlé des restes et la documentation complète, Camille resta silencieuse pendant quelques minutes. Elle regarda au bout du couloir étroit, désormais partiellement stabilisé, 40 mètres.
C'était la distance entre l'espoir et l'impossibilité, mais c'était aussi une preuve de leur courage. Le mystère vieux de 9 ans a été résolu, et la vérité était plus puissante que n'importe quelle théorie élaborée au cours de cette décennie. La conclusion officielle a été présentée lors d'une conférence de presse tenue à la mairie de Vallon-Pont d'Arc et retransmise en direct dans toute la France. Il n'y a pas eu de dramatisation excessive. La police a présenté les faits reconstitués à partir des preuves matérielles, de l'analyse structurelle et des données extraites des appareils. La chronologie a été clairement établie. Découverte du passage, effondrement initial, tentative stratégique d'exploration de la deuxième chambre, identification de la troisième chambre par une fissure naturelle, tentative conjointe d'atteindre la sortie et effondrement final dans le couloir intermédiaire. Ce qui était autrefois un mystère s'est transformé en un récit humain cohérent. Les familles ont eu accès au rapport complet en avant-première. Aucun détail n'a été omis. Aucune spéculation n'a été présentée comme un fait avéré. Cette clarté a certes apporté de la douleur, mais aussi un apaisement. Henri Moreau a pris brièvement la parole après la conférence de presse. Il n'a fourni aucune justification. Il a simplement déclaré que son fils et ses amis ne s'étaient pas abandonnés les uns les autres. Cette phrase a trouvé un écho retentissant dans tout le pays. Sophie Duval a décidé de partager publiquement l'une des dernières photos récupérées sur la carte mémoire supplémentaire, l'image de la fissure illuminée. Elle a déclaré préférer se souvenir de sa fille regardant la lumière et non l'obscurité. Le village, qui avait vécu 9 années d'un silence pesant, a trouvé une nouvelle façon d'appréhender le passé. Au lieu de la stigmatisation, le respect a émergé. La municipalité, en concertation avec les autorités régionales et avec l'accord des familles, a décidé de transformer l'entrée mise au jour par l'inondation en une zone protégée. La grotte ne sera pas ouverte au tourisme. Elle ne deviendra pas un lieu d'exploration. Elle sera dédiée à la préservation scientifique et constituera un mémorial discret. Un panneau sobre fut installé à une certaine distance du versant pour éviter tout sensationnalisme. Il ne comportait que 3 noms et une phrase, unis jusqu'à la fin. L'impact s'est étendu au-delà de la région. Les universités françaises ont commencé à exploiter ce cas dans des études sur la sécurité en spéléologie et la prise de décision en milieux extrêmes. Des experts ont analysé l'importance de la coopération sous pression. L'histoire, autrefois simple tragédie, est devenue une étude de la résilience humaine. Camille a été invitée à participer à des conférences techniques pour expliquer le processus de reconstitution géologique de l'effondrement. Lors de chaque présentation, elle a insisté sur le fait que l'aspect le plus important n'était pas l'effondrement lui-même, mais les décisions prises en réaction à celui-ci. La distance de 40 mètres est devenue un symbole récurrent dans les reportages. 40 mètres séparaient 3 jeunes gens de la surface. 40 mètres qui nous rappellent que, dans la nature, la proximité n'est pas synonyme de garantie. Mais ces 40 mètres ont aussi démontré qu'ils étaient allés plus loin que quiconque ne l'avait imaginé. Laurent, l'agriculteur qui avait découvert l'entrée après les inondations de 2010, reprit peu à peu ses activités habituelles. Le sentiment de culpabilité silencieux qui l'avait envahi fit place à une autre prise de conscience. Si la nature n'avait pas révélé l'existence de la grotte cet hiver-là, les familles n'auraient peut-être jamais connu la vérité. Il commença à se rendre discrètement devant la plaque commémorative, quelques fois par an, toujours en silence. Les récits médiatiques ont évolué. Des documentaires ont été réalisés, mais sur un ton respectueux. La vidéo finale, où les ombres des 3 personnes étaient projetées sur la 3e caméra, est devenue une image emblématique. Elle ne représentait pas le désespoir, mais une présence partagée. L'histoire est devenue virale, non pas à cause d'un mystère non résolu, mais grâce à la révélation tardive d'un acte de courage. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont mis en lumière un point commun. Dans une situation extrême, ils ont choisi d'avancer ensemble.
Cette prise de conscience a complètement bouleversé la mémoire collective de cette affaire. Le rapport technique final concluait que, même s'ils avaient atteint la 3e chambre avant l'effondrement final, l'ascension de la fissure aurait nécessité du matériel supplémentaire dont ils ne disposaient pas à ce moment précis. L'instabilité croissante du plafond aurait rendu l'ascension extrêmement périlleuse. Autrement dit, la tragédie n'était pas le résultat d'une simple erreur. Il s'agissait d'une combinaison d'un événement naturel imprévisible, de ressources limitées et d'une tentative légitime de surmonter le défi. L'affaire étant officiellement close, les familles ont tenu une cérémonie privée à proximité du lieu du drame, en l'absence de la presse. Il n'y a pas eu de long discours, un silence partagé, et la prise de conscience que pendant 9 ans, la montagne abritait non seulement des corps, mais aussi la preuve qu'ils s'étaient battus jusqu'au dernier moment. Le village a progressivement retrouvé son fonctionnement normal. Les touristes continuaient d'affluer aux gorges de l'Ardèche. Des canoës glissaient sur la rivière. Le pont d'Arc se dressait, imposant, sous le soleil du sud de la France. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, cette vallée revêtait une nouvelle dimension. Sous le calcaire blanc et les sentiers d'apparence sereine, se cache le souvenir de 3 jeunes gens qui ont osé explorer. Et que même face à un effondrement inévitable, ils ont choisi de rester ensemble. La conclusion ne se résumait pas à la clôture d'une vieille affaire. C'était la transformation d'un mystère en héritage. La vérité, révélée 9 ans plus tard par une inondation inattendue, a apporté bien plus que de simples réponses. Cela a apporté de la dignité. Des mois plus tard, au printemps, le flanc de la colline était déjà partiellement recouvert de végétation. L'entrée de la grotte demeurait scellée pour des raisons de conservation scientifique, mais la plaque commémorative était toujours là, discrète, face à la vallée. Par certains après-midi, lorsque le soleil traversait les gorges de l'Ardèche sous un angle précis, la lumière se reflétait intensément sur les roches calcaires, presque comme dans la fissure de la 3e chambre. Les habitants disent que c'est une coïncidence géologique. D'autres préfèrent penser qu'il s'agit d'un souvenir. 3 ombres se projetaient sur la pierre, unies. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le courage, l'unité et les décisions prises sous pression façonnent les destins, même lorsque le monde met des années à découvrir la vérité. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à leur place? Pensez-vous qu'ils auraient pu réussir à s'échapper? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les histoires vraies et émouvantes et abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits percutants qui révèlent le côté plus humain des grands mystères. L'histoire suivante pourrait vous surprendre.